Parce que, en gros, c'est quel est le candidat qui servira le plus les intérêts européens, à savoir, non pas l'indépendance de l'Europe, non, l'Amérique qui torchera le plus le cul à l'Europe. C'est vraiment ça. Hein. Mais parce que les Américains aujourd'hui regardent de plus en plus l'Europe à travers l'Est. Et nous, l'Ouest européen, nous sommes en train de disparaître. C'est absolument terrible. Si on n'est pas capable d'assumer notre propre indépendance et d'assumer notre propre liberté, autant qu'on disparaisse. Tu vois. Oui, oui. Donc, après tout, comment reprocher à un empire de se comporter comme un empire ? Qu'est-ce que tu espérerais, entre guillemets, d'une élection de Donald Trump ? J'adorerais ça. J'adorerais qu'ils mettent l'Europe face à ses responsabilités. Julien Rochdy était avec nous sur le Grand Stream pour dénoncer un petit peu cette hypocrisie française d'en vouloir à l'Amérique, mais aussi de vouloir l'argent de l'Amérique. Moi, vous savez que je suis personnellement américanophile, je vis ici, mais il y a des gens en France qui s'efforcent à mettre en valeur la grandeur du pays, et c'est également le cas de notre sponsor Kalos qui met en avant des artisans français retrouvés sur leur site kalos-france.com, des articles absolument incroyables, des bijoux, des couteaux et même des gants de boxe. Oui, c'est made in France et même plus que ça, ils font travailler vraiment des petits artisans. Regardez sous chaque article un peu les descriptions, ils vous disent d'où est-ce que ça vient, par qui c'est fabriqué. Ça fait rêver à chaque fois. Moi, je sais que quand je vais rentrer là pour les fêtes en France, je vais faire un casse chez Kalos. Ça va plaire à mes amis américains et je pense que vous aussi, vous pouvez faire plaisir et soutenir l'artisanat français, mais aussi vos créateurs parce qu'ils nous soutiennent dans cette opération. On va le dire, c'est un peu osé de leur part de soutenir un stream pro-Trump comme ils l'ont fait, de soutenir des vidéos très partisanes comme ça. Donc merci à Kalos de nous avoir soutenus. Utilisez le code Trump2024 pour avoir 10% de réduction sur le site de Kalos et retrouver le lien en description pour faire un braquage. Et maintenant, c'est parti pour Julien Rochdy. Julien Rochdy, tu es essayiste et éditeur, tu avais commencé à être actif en tant que militant politique, tu es auteur de 4 ou 5 livres depuis 2020, très productifs donc, Nietzsche l'actuel, mais ça c'est des titres que nos communautés connaissent, mais L'amour et la guerre, Veni Vidi Vici avec Papacito, Philosophie de droite, et le dernier en date, Surhomme et Sous-homme. Tu vas nous aider ce soir à répondre à la question qui nous revient souvent dans les commentaires de la part de nos auditeurs européens, qui se demandent, mais l'élection américaine, en quoi est-ce que ça nous concerne finalement ? Nous on est en France finalement, le président américain... Je rajoute une petite chose peut-être, oui. Julien, c'est que Julien il dirige aussi la maison d'édition Hétérie qui publie plusieurs autres auteurs et des ouvrages très intéressants, donc voilà, allez voir également. Et notamment des gens dans les cercles républicains, je pense que tu auras l'occasion de nous en parler. Ouais. Bon, bonsoir les amis, désolé, je suis en plein déménagement, donc c'est un peu le bordel pour moi. Pas de souci. Est-ce que la présentation qu'on a faite te va ? Oui, éditeur, essayiste, oui, ça va. ça va, merci. On n'a pas menti. Merci. Non, pour une fois. Oui, non mais je sais que... Le grand média mainstream que vous êtes ne ment pas. Exactement. Et donc, tu vas nous aider, on disait, tu vas nous aider à démêler peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont, tu sais, un peu dubitatifs, en mode, oui, les élections américaines, on s'en bat les couilles, c'est pas chez nous, etc. Et tu vas nous dire, en fait, pour toi, il y a des points quand même qui sont intéressants. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a quand même un rapport entre ce qui se passe aux États-Unis et la France, et donc finalement c'est pas si inintéressant que ça pour le public français, qu'ils peuvent être impactés. Alors oui et non. Moi, le truc que j'ai le plus remarqué ces derniers temps, c'est plutôt, si tu veux, une façon d'observer l'élection américaine par rapport justement à l'Europe et à la France. Tu vois, je lis l'Express, Le Monde et tous les grands médias mainstream, ils sont tous en train de s'interroger sur l'opportunité d'avoir tel ou tel candidat pour la France ou pour l'Europe, tu sais. D'accord. Comme si en fait on devait se déterminer exclusivement par rapport à qui devait diriger les États-Unis. Et c'est très significatif et très symptomatique de ce qu'est devenu l'Europe. Et ça m'a assez frappé, tu vois, parce que en gros c'est quel est le candidat qui servira le plus les intérêts européens, à savoir non pas l'indépendance de l'Europe, faire en sorte que l'Europe puisse avoir les meilleures relations commerciales avec les États-Unis, etc. Non. L'Amérique qui s'occupera encore, si tu veux, le plus de l'Europe. C'est-à-dire qui torchera le plus le cul à l'Europe. C'est vraiment ça. Hein. Non, mais c'est ça. Mettra le plus de fric dans l'OTAN, dans la guerre en Ukraine. Exactement, attention, si Donald Trump est élu, le problème, c'est qu'il risque de se désengager de l'Europe. Donc c'est quelque chose de terrible, tu vois. Alors que c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Normalement, en tant qu'Européen, c'est ce qu'on devrait souhaiter, ouais. C'est une chance formidable que de laisser à l'Europe la possibilité de pouvoir prendre en main son destin, en fait. Et c'est incroyable de voir comme tous les médias mainstream n'attendent qu'une chose du président américain, c'est qu'il continue de s'occuper de l'Europe comme son vassal, en fait. Mais finalement... c'est incroyable l'acceptation de la vassalité et le truc, à mon avis, absolument inédit dans l'histoire, à savoir la diabolisation de ce qui pourrait te rendre indépendant, en fait, tu vois. Oui. Trump voudrait se débarrasser de l'Europe et nous laisser
nous laisser nous occuper de nous-mêmes. Oui, comme si on avait eu besoin besoin des États-Unis pour exister. L'Europe millénaire, tu sais, comme si genre on pouvait pas exister sans les États-Unis. Non mais c'est incroyable. C'est vraiment c'est Trump voudrait que l'on paye pour notre propre sécurité, de notre propre défense. C'est horrible pour l'Europe. Ouais. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y a un rapport direct entre il y a un rapport direct dans la façon de voir les choses, c'est-à-dire que les Français attendent que l'État français leur torche le cul, l'État français attend que l'Union européenne tu vois ce que je veux dire, s'en occupe, et l'Union européenne attend que l'Amérique, en fait tout le monde attend qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute au-dessus, tu sais, d'être comme tu dis, c'est vraiment la vassalité totale dans tous les à tous les cercles quoi. Mais je suis frappé, je te dis, surtout dans tout ce qui est médias mainstream et élite pensante. On s'est habitué à ce que l'Amérique s'occupe en particulier de notre défense. On s'est habitué à ce que l'Amérique ait le leadership sur le monde occidental. Et on souhaite cela. Et on déteste quand quelqu'un peut remettre ça en cause, si tu veux. Ouais. Et je te dis, c'est très symptomatique de ce qu'est devenu l'Europe et l'Union européenne, à travers l'Union européenne. C'est que on n'est plus foutu de vouloir notre indépendance et de pouvoir regarder justement les relations Amérique-Europe avec un œil nouveau qui pourrait être exceptionnel, si tu veux, parce que pourrait y avoir une Amérique qui se reconcentrerait sur elle-même pour être encore plus puissante, et une Europe qui sera toujours partenaire avec des États-Unis, parce que nous sommes cousins, nous sommes issus du même monde, du monde européen d'ailleurs, et on pourrait justement envisager les choses de façon bien meilleure avec deux pôles de l'influence européenne, indo-européenne, occidentale, blanche, appelle ça comme tu veux, deux pôles qui pourraient être très forts et être unis et s'aider l'un l'autre. Mais au lieu de ça, on attend qu'une seule chose, c'est que l'Amérique continue à s'occuper de nous et à nous torcher le cul. Et c'est affreux. En fait. Du coup, si je te suis, hein, tu me corriges si je me trompe, mais tout ce que tu penses finalement, c'est que oui, l'élection européenne peut influencer notre vie, etc. Mais elle doit l'influencer dans le sens où ce qui pourrait l'influencer dans la bonne chose, c'est qu'elle se désengage au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pourrait faire changer la vie entre guillemets des Français ou des Européens, etc., ce soit justement que l'élection européenne fasse une espèce de séparation. L'élection américaine crée finalement plus d'indépendance, tu vois, et finalement écarte la main des États-Unis sur le pouvoir européen. Il y a une chose que les patriotes, entre guillemets, français ne disent jamais, c'est que les États-Unis s'occupent de notre sécurité depuis une cinquantaine d'années. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on refuse de voir. Mais on a pu, si tu veux, allouer énormément de budget à notre sécurité sociale et à d'autres domaines parce que on l'a pas alloué à notre sécurité et à l'armée, si tu veux, tu vois. La grande majorité du budget de l'OTAN, c'est les États-Unis. Et bien sûr. Oui. Donc maintenant, tu as des Américains qui, depuis longtemps d'ailleurs, et ça n'a pas commencé avec Donald Trump, hein, déjà avec Barack Obama, il y avait une volonté des Américains de se redéployer, notamment dans le Pacifique, et pas seulement en Europe. Donc ça fait déjà quand même une vingtaine d'années que les Européens commencent un petit peu à s'inquiéter en se disant écoutez, vivre sous le parapluie américain va nous obliger à nous prendre en main et à devoir assumer encore une fois notre sécurité, notre armée, nos propres axes stratégiques. Et je crois que les Européens n'en veulent plus. Il y a une sorte de torpeur européenne depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis la décolonisation qui fait que finalement on était très bien sous le parapluie américain. Très bien à double titre parce que encore une fois, ça nous permettait d'allouer une grosse partie de notre finance à d'autres choses que nos intérêts stratégiques. Et de deux, ça permettait de tout mettre sur le dos des Américains. Et ça, c'est très, très, très connu. Vous connaissez ça dans le monde. C'est comme avec l'État. Patriote et souverainiste, exactement. C'est dès que quelque chose va mal, c'est de la faute des Américains. C'est ça, parce que c'est ça qui est drôle, parce que plus un gauchiste. C'est une façon de se dédouaner. Oui, après, c'est pas toujours les Américains. Ça peut être, c'est les Américains pour ceux qui sont anti-américains. Après, il y a ceux qui, pour les juifs. Après, il y a les reptiliens. Non, mais c'est vrai. Après, il y a les reptiliens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est commun, quoi. Il faut toujours qu'il y ait un grand méchant, quoi. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que plus ils sont gauchistes. Mais l'Amérique, si tu veux, comment dire, coagule un peu tout ça. Oui, c'est les reptiliens et les juifs. Les pédophiles, il y a tout, tu vois ce que je veux dire. Mais plus le français, plus l'européen est gauchiste, plus il veut voter pour des interventionnistes américains. Mais il veut continuer à avoir le droit de bitcher sur les Américains. C'est ça, parce que plus il est gauchiste, plus il déteste les États-Unis, plus il veut voter pour l'interventionnisme américain. C'est n'importe quoi. Mais j'ai le grand malheur de lire Le Monde, l'Express, Le Point tous les jours. Tu te fais du mal, toi. Non, mais c'est intéressant. Après 15 ans de lecture que des trucs dissidents, ça fait du bien aussi de lire les trucs un peu mainstream. Ouais.
pour comprendre leur esprit, si tu veux, quoi, essayer de voir comment ils fonctionnent. Et c'est incroyable comme ils sont biberonnés finalement à la dépendance américaine et à quel point ils ne veulent pas la perdre en fait. Ils veulent conserver cette dépendance directe. Ils veulent ce leadership là. Et pour pouvoir, et c'est là où c'est vicieux, pour pouvoir le critiquer, pour pouvoir critiquer en plus derrière ce leadership, c'est le mec qui veut être soumis à un chef pour pouvoir dire mais ce chef fait pas bien comme les choses, tu vois. Ouais. C'est vraiment infernal psychologiquement. Est-ce que tu crois vraiment que si aujourd'hui il y a un désengagement américain sur l'Europe, une espèce de politique non interventionniste qui, tu vois, aux États-Unis, qui est menée aux États-Unis, est-ce que tu crois que ça va obliger la France à reprendre une espèce de rôle de leader militaire au niveau de l'Europe? Parce qu'à la base c'était ça, on était la plus grosse armée européenne. Enfin c'est toujours le cas, mais je veux dire, on sait que aujourd'hui on a beaucoup moins de budget, etc. Tout ça. Est-ce que tu crois que si vraiment il y avait un désengagement américain, ça obligerait un petit peu la France à se bouger et à dire bon, il va falloir qu'on se remette sur le secteur de la défense, etc. Ben, ça devrait, sauf qu'aujourd'hui, le cœur battant de l'Europe, le centre névralgique de l'Europe, s'était placé à l'Est. Ouais. Et si tu regardes, ne serait-ce que par rapport aux armées, pendant très longtemps, comme tu as si bien dit, la plus grande armée européenne, c'est l'armée française. Sauf que d'ici 10-20 ans, la plus grosse armée européenne sera l'armée polonaise. Avec 300 000 hommes sous les drapeaux, un armement qui augmente de jour en jour et qui est vraiment de très grande qualité parce qu'ils achètent américains, ils achètent 150 000 troupes. C'est une peur de la Russie en fait qui les fait se développer autant. Pas que, c'est aussi parce qu'ils doivent gérer les frontières tout seuls et que l'Europe les laisse tout seuls. Non, et puis qu'il y a encore une identité forte en Pologne, une identité européenne qui n'a pas peur d'elle-même, tu vois. Bien sûr. Donc en fait le problème c'est qu'effectivement la France devrait prendre ce leadership militaire, stratégique et expliquer comme elle a essayé de le faire à l'époque aux Européens que les Américains ne sont pas toujours là et qu'il va falloir prendre le pas et s'occuper de nous-mêmes enfin. Mais cet état d'esprit a migré à l'Est aujourd'hui. Et en fait, dans 20 ans, la plus grosse armée européenne sera l'armée polonaise. Et nous, d'ailleurs, Trump dit que la Pologne, que le peuple polonais est le cœur de l'Europe, selon lui. Mais parce que les Américains aujourd'hui regardent de plus en plus l'Europe à travers l'Est. Voilà, c'est tout. Et nous, l'Ouest européen, nous sommes en train de disparaître. C'est absolument terrible. Pourquoi, selon toi, la France n'est pas intéressée pour prendre ce rôle de leader? Parce qu'elle est trop engluée dans ses propres problèmes internes. En fait, elle aimerait. Le problème de la France, c'est qu'elle continue de tenir un discours de leader de l'Europe, sauf qu'elle est tellement engluée dans des problèmes catastrophiques internes que elle a plus, ne serait-ce que des budgets, elle a plus tellement de budget à allouer à un grand projet extérieur, un grand projet stratégique. C'est vrai qu'il y a la différence entre vouloir et pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut, mais elle se donne pas les moyens du tout de ça. Ouais. Voilà, si tu veux que le général de Gaulle pouvait à la limite, et encore ça marchait même pas sous le général de Gaulle. Faut se réintéresser à cette époque parce qu'on fantasme beaucoup les années 60 du général de Gaulle sur la politique du troisième bloc, mais on les fantasme beaucoup. Il faut savoir que le général de Gaulle parfois la mettait en sourdine parce qu'il attendait des prêts des Américains. Hein. Donc déjà à l'époque, il n'était pas capable de faire tout ce qu'il voulait parce qu'il était quand même soumis au principe de réalité. Et que très souvent, il avait besoin des fonds américains. Et ça, on l'oublie très souvent. Les souverainistes français l'oublient très souvent. Comme le dit Baptiste, en fait, on a un État américain qui est une France qui est l'équivalent du français accro aux aides sociales de l'État français. On a une Europe qui est accro aux aides sociales des États-Unis. Et c'est pour ça que moi, si tu veux, je me mets en porte-à-faux, mais comme vous, hein, vous avez l'habitude de ça. Pas mal de gens de nos milieux, parce que si tu veux, la critique de l'Amérique est hyper facile en France. Et elle est tellement facile que finalement, c'est la seule critique d'un empire qui est gratuite, parce que tu peux te permettre de critiquer l'Amérique sans te faire flinguer le lendemain, en fait, tu vois. Oui. Ce soir, on pourrait critiquer l'Amérique, en veux-tu, en voilà, et en fait, tu dors et tu toucherais le RSA demain si t'es au chômage. Oui, mais c'est marrant parce que t'achèterais toujours un iPhone et un jean et des Nike, donc l'Amérique, c'est un peu comme les Chinois. C'est quand même assez exceptionnel, parce que t'as la France qui peut se permettre de payer des aides sociales à ces enculés qui critiquent les États-Unis grâce aux États-Unis qui financent la sécurité française. C'est un peu ça. Mais c'est exactement ça. Les États-Unis ont pris en charge la sécurité de l'Europe et commencent à en avoir marre de plus en plus. Voilà, et vont se désengager de l'Europe à mesure des années. Que ce soit Trump ou c'est dans l'ordre des choses. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Julien. Est-ce que tu dis qu'il commence à en avoir marre? C'est ce que je viens de dire. Ça a commencé sous Obama. D'accord. Donc c'est quelque chose.
tendance profonde de l'Amérique que de se désengager de l'Europe. Voilà. Toi, pour toi, en fait, ce qui va changer avec Trump ou Kamala, c'est où est-ce qu'ils vont se réengager. C'est-à-dire que soit ils se désengagent de l'Europe et ils se réengagent nulle part, soit ils se désengagent de l'Europe pour plus ou moins se réengager au Moyen-Orient ou en Russie ou ce genre de choses, quoi. Mais déjà, il faut voir aussi les tendances de fond psychologiques. Parce que, si tu veux, les générations comme Biden et encore Trump, mais les générations précédentes étaient des générations qui étaient très liées à l'Europe encore. Ouais. C'est-à-dire que c'est des générations qui, à l'école, avaient appris tous les grands classiques européens, connaissaient encore le grand-parent qui venait de Suède, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Angleterre, de la France, même éventuellement. Tu vois, il y avait encore, chez beaucoup d'Américains, cette connexion avec le vieux continent. Tandis que dans les nouvelles générations américaines, et en particulier les Kamala, ça c'est encore pire, parce que même c'est des nouveaux continents, c'est l'Inde, on sait pas trop quoi avec elle, mais bon, tu vois le truc. Ces nouvelles générations, y compris chez les républicains, hein, bien sûr, se sentent moins connectés à l'Europe. Mais d'ailleurs, d'un point de vue familial, culturel et tout ça. D'ailleurs, Trump donc, dit, il y a plus même rien. Ça va changer. Trump dit, il y a plus rien d'intéressant en Europe de l'Ouest. Je m'en fiche maintenant. Parce que ça fait partie de l'ère du temps, à mon avis, américaine, et je pense au votre contrôle, parce que vous connaissez bien mieux l'Amérique que moi. Mais il y a une rupture, si tu veux. Pour le coup, l'Atlantique, c'est vraiment creusé ces derniers temps. Mais alors, il y a eu longtemps ce lien très fort, ce lien charnel avec l'Europe. Et ne serait-ce que qu'il connaissait, il y avait toujours un grand-père qui avait fait la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, il y avait une interconnexion Amérique-Europe qui était très forte. Tandis qu'aujourd'hui, elle commence à baisser et les nouvelles générations la ressentent de moins en moins, cette connexion. Si tu veux, mon avis, ça vient des deux côtés et je suis tout à fait d'accord. Moi qui connais des gens un peu de toutes les générations, quand je vois les vieux, etc., ici, ils ont beaucoup de connaissances et comme tu dis, de connexion avec l'Europe parce qu'il y avait aussi des trucs stylés, entre guillemets, enfin des trucs qui les faisaient rêver ou quoi, ou en tout cas, ils avaient des choses qui arrivaient ici. Par exemple, les vieux ici, ils connaissent Peugeot parce qu'il y a plein de vieux qui roulaient en Peugeot, tu vois. Ouais. Donc les voitures françaises, c'était pas genre, quoi, il y a des voitures françaises? Non, ils savaient qu'il y avait des voitures françaises, ils en avaient, etc. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus aucune voiture fabriquée en France qui arrive aux États-Unis. Et il y a des armes aussi, plein de choses comme ça, tu vois. Donc il y avait le côté, la France économiquement était, tu vois, pas autant derrière les États-Unis, tout ça. Donc en fait, c'était quelque chose, ça existait. Tandis que pour les générations nouvelles, ils ont absolument rien de français qui arrive jusqu'à eux. Eux, ils s'y intéressent pas plus que ça parce que, comme toutes les nouvelles générations, ils connaissent moins l'histoire, etc. Ils s'y intéressent moins. Donc du coup, quand tu leur parles d'un truc français, ils font ah ouais, c'est vrai que la France ça existe. Je me souvenais plus, tu vois. C'est vraiment ça. Je suis d'accord. C'est ça. Et puis il y a eu la propagande terrible avec la guerre en Irak sur le white flag, qui pour le coup a été horriblissime. Par rapport à notre image. Et ça c'est pareil, comme tu l'as dit, les vieux, c'est affreux. Les vieux pensaient pas ça parce que comme tu dis, les vieux qui avaient fait la Première Guerre mondiale ou ceux qui étaient intéressés à l'histoire et qui connaissaient l'histoire de l'indépendance des États-Unis. Moi je me souviens de ma première compétition au Texas, quand je gagne la coupe et tout, le vieux qui me remet la coupe, il me dit, en tout cas on veut un grand merci du peuple américain parce qu'on serait pas là sans vous et tout. J'étais un peu surpris, le mec qui connaissait Rochambeau, Lafayette, etc. Tandis que dans les nouvelles générations, comme tu dis, ils ont été complètement, ils ont eu le lavage de cerveau du French white flag et c'est complètement différent, quoi. Ouais, et que ce soit chez les républicains ou chez les démocrates, où il y a une rupture avec le vieux continent. Donc il faut pas s'attendre à ce que les États-Unis nous torchent le cul et s'occupent de notre sécurité pour les 50 prochaines années, c'est clair. Et ça nous oblige en tant qu'Européens. Mais je te dis, vous me posiez la question, oui, il y a plein de Français qui s'en battent les coups de l'élection américaine parce qu'ils se disent que ça n'a rien à voir. Mais je te dis, moi je vois l'inverse. En tout cas, chez les élites. Chez les élites, c'est au contraire, c'est qui va être élu parce qu'il faut qu'on continue à s'occuper de nous, tu vois. Et ça, c'est un truc de fou. Et alors, quels sont les risques, selon toi? S'il y a un vrai désengagement américain, si ça continue comme tu l'as dit, etc., est-ce qu'il y a des risques pour la France et pour l'Europe? Ou est-ce que ça va passer Des risques, non. Enfin, moi, si tu veux, je pense que Baptiste va te parler si je te dis ça. Si on n'est pas capable d'assumer notre propre indépendance et d'assumer notre propre liberté, autant qu'on disparaisse. Tu vois. Donc voilà. Donc si tu veux, oui, le risque c'est ça, c'est qu'on soit même plus, c'est que on se retrouve tellement à poil qu'on soit plus capable de s'occuper de nous-mêmes et qu'on finisse par passer dans le giron d'une autre puissance. Peut-être les Russes, même s'ils auront du mal à le faire, mais peut-être les Russes, peut-être les Chinois, peut-être autre chose, mais
Ouais. Voilà. C'est sûr que si on passe de l'impérialisme américain à l'impérialisme chinois, tous les mecs qui gueulaient sur l'impérialisme américain, je sens que d'un seul coup, ils vont se rendre compte finalement c'était pas si mal. Ça va regretter le McDo très très vite. Ouais, c'est clair. On va faire comme avec les Woogiees, dans des camps. non, mais si tu veux, le drame, c'est qu'en fait, on soit juste un musée et un espace touristique, en fait, tu vois. Mais c'est fou de se penser ça de la France, quoi. C'est dingue, ouais. La France c'est normalement l'exact inverse. La France qui a toujours été le leader, un des blocs qui décide pour le monde, un de ceux qui fait l'histoire, etc. Ouais. Dire qu'aujourd'hui on puisse arriver à un point c'est le pion que qui va le gouverner, c'est incroyable quand même de dire en si peu de temps. Baptiste, une fois, tu avais fait un parallèle. Parce qu'on se regarde plus en face. Ouais. Moi, je ressens de la honte quand j'entends ça, sincèrement. Bah évidemment, nous tous. Personne n'est là, genre ouais, c'est trop bien. Tu vois bien la tête de Julien, non? Attends, non, même ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai détesté l'Amérique pendant très longtemps. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis du coup sur ça? Simplement, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai réfléchi, tu vois. Mais cet instinct, il est sain, tu vois. On ne veut pas aux jeunes patriotes français qui détestent l'Amérique parce que il y a une sorte de jalousie mimétique. Parce que c'était nous qui nous occupions du monde. On était l'Amérique, on était les plus puissants. Et après, ça a changé. Mais après, quand tu t'intéresses vraiment à l'histoire, tu te rends compte que c'est simplement de notre faute si la puissance est passée de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Oui, on a une grosse part de responsabilité, évidemment. C'est qu'on a fait n'importe quoi sur le continent, tu vois. On leur a donné tout. Et l'Amérique, et c'est ça qui est pour défendre l'oncle Sam, même si l'oncle Sam n'est pas du tout innocent sur plein de choses. Clairement. Il se comporte comme un empire et il a bien raison. Après tout, comment reprocher à un empire de se comporter comme un empire? Mais de tous les empires de l'histoire, franchement, alors dans certaines parties du monde, il est un peu abusé, mais pour nous Européens, il est extrêmement cool avec nous. Et c'est ça que les patriotes français ne veulent pas regarder toi, en face. Ne va pas voir tes messages privés demain. Demain, si tu tapes Julien Rochdy sur Twitter, attends 2-3 jours. Hein. Mais moi, je connais l'histoire. Je regarde comment Rome s'occupait des cités grecques quand elle s'amusait à se rebeller, si tu veux. Oui, d'accord. Oui. Ah, c'est tout. Oui, c'est vrai. Donc nous... Baptiste, t'avais fait le parallèle, je sais plus si c'était dans ton livre ou dans un podcast, t'avais dit, si la France continue comme ça, elle va finir comme les Indiens d'Amérique, ils vont se faire effacer progressivement jusqu'à ce que ce soit plus qu'une anecdote de... Ça, c'est sur du très long terme. Évidemment. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit... alors là, je vais dire un truc qui va paraître horrible, mais... Et les Indiens d'Amérique, évidemment que c'est moins leur faute quand même que les Françaises, ils ont quand même pris un peu cher. Mais entre guillemets, ils participent, quand tu vis ici et que tu les connais, les Indiens d'Amérique, ils participent au fait d'être effacés. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont abandonné complètement. Tu vois. Mais le truc, c'est que les Indiens d'Amérique, ils n'avaient pas un rapport de force. Ils ont choisi l'alcoolisme, si tu veux. Voilà, c'est ça. Dit-il un verre à la main. C'est ce qui se passe, parce qu'en fait, moi, je suis réveillé demain à 6h du matin, que je suis pas sûr que tous les Indiens d'Amérique, ils sont... Non. On tombe sur c'est des gens qui sont addicts aux privilèges, aux aides sociales, etc., et qui font plus qu'ils avaient ce que leur ancêtre, très privilégié, ce que leur ancêtre avait l'habitude de faire. On peut pas dire que ce soit le plus privilégié, les Indiens d'Amérique. Si tu vas dans une réserve, Non, mais un privilège, c'est avoir accès à quelque chose que te donne l'État et que quelqu'un n'a pas accès. Et c'est ce qui fait que ces gens ne font plus ce que faisaient leurs ancêtres, mais se tournent vers l'alcoolisme, vers ne rien branler. En fait, ils ont un privilège suprême dont ils ne tirent pas parti, c'est qu'ils ont la possibilité de faire leur propre loi sur leur propre réserve. Et ça, c'est un pouvoir énorme que plein de gens qui sont amoureux du libéralisme voudraient, que les États soient plus en contrôle de leur propre loi. Ouais, alors attends, je vais juste faire si tu me permets, Julien, juste un petit truc sur ce sujet. J'ai une anecdote assez intéressante pour te dire que, en fait, oui, ils ont les bénéfices, mais ils veulent pas les responsabilités. Il y a pas longtemps, j'ai une amie qui est partie faire une randonnée qui est très cotée dans le Nevada, en fait, dans une réserve indienne. Et en fait, pour avoir le droit d'y aller, il faut payer un tribut aux Indiens. Et donc, tu y vas et tu as le droit de traverser ce truc. Et c'est incroyable, le canyon, etc. Et donc, tu dois payer, tu dois faire patte blanche, tu as tout un truc. Et c'est, comme tu dis, c'est complètement indépendant. Donc, ils contrôlent qui rentre, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème, il y a eu une crue d'eau très importante et 200 personnes se sont retrouvées complètement coincées dans les eaux, etc., prêts à être noyées. Et mais non, les Indiens, ils ont rien prévu, donc c'est l'État du Nevada qui a dû aller chercher tout le monde. Donc là, c'est l'État du Nevada qui a envoyé des hélicoptères, les gardes, etc., aux frais, avec l'argent, bien sûr, les impôts des gens du Nevada, tu vois, pour sauver les gens, parce que les Indiens, ils sont OK pour prendre la thune et dire, on décide qui vient et tout, mais par contre, quand il y a une merde, mais nous, on a que des pirogues, tu vois. C'est des soucis. Donc, bref. Après, ça, c'est un sujet très complexe, mais oui. Quand t'amènes certains niveaux d'évolution à des populations qui n'ont pas atteint d'elles-mêmes des niveaux d'évolution,
Putain, on va sur des sujets là. On est en train de se mettre dans la sauce tout seul. Dans mon dernier livre, c'est ce que j'appelle l'effet Jurassic Park, si vous voulez rigoler un petit peu. C'est vrai que c'est bien trouvé. Et ce sujet-là, dont on vient de parler, etc., est-ce que c'est pas un sujet, pas les Indiens, pas les Jurassic Park, ce qu'on te parlait avant, c'est-à-dire sur la dépendance à l'Amérique, etc., sur le rôle comme ça, est-ce que c'est pas un sujet qui t'inspire pour écrire quelque chose ? Le problème, c'est que sur tous ces sujets géopolitiques, beaucoup de Français, honnêtement, sont matrixés et n'ont pas envie de sortir de la matrice, en fait. Ah, ils sont pas prêts pour ça. En fait, il y a deux types de matrices en France. Il y a la matrice mainstream, celle dont je viens de parler, celle de l'Express, Le Monde, etc. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est forcément bien et il faut être sous leur parapluie pour participer du monde démocratique, universaliste, droit de l'hommiste, etc. Et puis de l'autre côté, en miroir inverse, tu as tout le narratif dissident qui considère que l'Amérique c'est le mal absolu. C'est de là que partent le wokisme, le LGBTisme, le féminisme. Et en gros, c'est t'es malheureux dans la société actuelle, t'es au chômage, je sais pas, ta meuf t'a quitté, quoi que ce soit, c'est de la faute de l'Amérique, tu vois. Et parce qu'en fait, l'Amérique incarne la modernité, représente la modernité, représente le monde contemporain à son acmé, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, Julien, les gauchistes, ils voient les choses. Mais c'est pas que les gauchistes, c'est ce que Julien l'explique. Au contraire, c'est même très partagé par le milieu patriote. Ce que je veux dire, c'est que la mentalité socialiste, plutôt, ça fait longtemps que j'avais utilisé ce mot, c'est mettre les choses dans des catégories. Le riche, c'est mal, le pauvre, c'est bien. Le blanc, c'est mal, la minorité, c'est bien. L'hétéro, c'est mal, le gay, c'est bien, etc. Et en fait, les États-Unis, ça représente tout. Ouais, mais là, entre guillemets, là, c'est pas que socialiste, tu penses toujours par catégorie, mais que tu sois à droite ou à gauche, non, mais là, parce que là, les gens dont il parle, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'ils catégorisent les gens, tu vois ce que je veux dire. Si, parce que mec, nous, d'accord, je comprends. Mais en fait, nous, en tant pas les mêmes catégories. Nous, en tant qu'individus, enfin, en tant que libéraux, on pense surtout au bien et au mal. On s'en fout de ta couleur de peau, on s'en fout de ta niveau de richesse, de ton sexe, etc. T'es une bonne personne ou t'es une mauvaise personne. Eux, c'est ta catégorie qui fait que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. Tu veux dire qu'ils définissent les gens par le fait qu'ils sont américains, c'est ça ? Mais l'Amérique, c'est le beau, c'est le grand, c'est le riche, c'est le fort. C'est pas la doctrine libérale que de penser comme ça. C'est plutôt la doctrine conservatrice. Mais bon. Oh, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Mais alors toi, Julien, si tu avais un souhait entre guillemets là pour cette élection? Pour le prochain candidat, qu'est-ce que tu souhaites, comment tu souhaites que ça se passe là pour cette élection américaine, d'un point de vue d'un Européen ou d'un Français là? En fait, alors déjà, j'aimerais voir ce que cette élection dit de l'Amérique. Est-ce que l'Amérique continue son destin historique, continue d'être l'expression d'une racine qui est quand même WASP, chrétienne, protestante, blanche, justement de culture européenne, ou est-ce qu'elle est passée à autre chose, qui était en fait Rome du bas empire, qui commence à être un empire tellement cosmopolite qu'il finalement il peut avoir des empereurs de toutes les couleurs, et que ça tiendra encore sur un système complexe, sur une machinerie qui est là, qui est encore riche, mais qui finira par décliner, comme Rome a décliné. La chute de Rome, c'est aussi beaucoup de régulation, beaucoup d'interventionnisme de l'État romain. Il y a tout, en fait. C'est plein de choses. Ouais. C'est toujours multicause. En tant que libéral, tu peux voir ça uniquement à travers, effectivement, une sorte de socialisation des moyens de production et tout qui s'est passé effectivement à Rome, et tu peux le voir sur plein d'autres aspects aussi. C'est plein de choses qui se recoupent, en réalité. On est d'accord qu'ici, on a la Kamala Harris collectiviste, face au Trump plutôt individualiste. Et qui représente Rome du bas empire, qui est métisse, qui a perdu sa souche originelle, qui est devenue minoritaire, qui perd du coup les valeurs qui correspondent à cette souche-là, c'est-à-dire individualiste, à la fois communautaire et individualiste libéral au sens noble du terme. Au sens chrétien du terme, au sens liberté, au sens ne pas voler, ne pas envier, etc. Et c'est ça l'Amérique, si tu veux. C'est ça l'Amérique. C'est ça qui a fait la grandeur de l'Amérique. Et là, on sent qu'on a un mouvement de bascule, que Trump représente la résistance de cette Amérique historique, et qu'il y a cette nouvelle Amérique de l'autre côté. Et en fait, on va voir si cette résistance est capable de gagner encore une fois aujourd'hui, et d'impulser peut-être un renouveau de cette Amérique profonde, cette Amérique réelle. Et après, si on essaie de voir plus large, on peut espérer que une élection pareille
pourrait avoir des conséquences positives, y compris sur l'Europe. Et de montrer que, parce que nous sommes finalement dans la même situation, nous avons des pays avec des souches qui sont de plus en plus minoritaires, en tout cas de moins en moins majoritaires, pour être précis, et qui cherchent à continuer leur essence et leur élan, enfin, je veux dire, ce qu'ils sont historiquement. Et en fait, si l'Amérique, qui est le leader de ce monde-là, en fait, y parvient, réussit à faire ça, ça inspirera forcément nous, Européens, et ça pourrait influencer énormément de choses. Après la chute de la France. Et impulser potentiellement quelque chose, voilà. Ah ouais, vas-y. Si, alors c'est des questions un peu précises, hein, je comprends que c'est un peu difficile d'y répondre pour toi, mais si Trump est élu, ok, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il fasse? Je veux dire, qu'est-ce que pour toi serait une bonne chose qu'il accomplisse, etc., pour nous, entre guillemets? C'est-à-dire justement, peut-être c'est se désengager complètement, peut-être c'est rien faire, mais qu'est-ce que tu espérerais, entre guillemets, d'une élection de Donald Trump? Ah bah, j'adorerais ça. J'adorerais qu'il mette l'Europe face à ses responsabilités. Il compte le faire. Qu'il nous foute la paix, quoi. Il compte le faire. Il a dit clairement, je veux arrêter de financer l'OTAN, je veux arrêter de financer l'Ukraine. Il l'avait dit aussi en 2008. Après, c'est compliqué. L'Amérique peut pas se désengager aussi simplement. Ouais. Parce que le problème, c'est que si l'Amérique se désengage totalement de l'Europe, en fait, l'Amérique, elle fait en sorte que ses alliés n'aient plus confiance en elle, et ça, elle ne peut pas se le permettre. Donc, elle est obligée de se désengager progressivement. Typiquement, sur l'Ukraine, par exemple, que ce soit Trump ou n'importe qui, si l'Amérique sortait directement de l'Ukraine en disant démerdez-vous, oui. Ça serait un message terrible pour Taïwan, ce serait un message terrible pour la Corée du Sud, ce serait un message terrible pour le Japon. C'est vrai que Taïwan, ils ont chaud. C'est clair. Ben voilà, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que l'Amérique ne peut pas se désengager de l'Ukraine, elle ne fait pas ça pour détruire l'Europe, contrairement à ce que j'entends ici ou là. C'est que si l'Amérique se désengage totalement et radicalement de l'Europe, c'est un message extrêmement négatif envoyé au monde. Et ça veut dire, en gros, nous ne sommes plus capables d'assumer un leadership, nous ne sommes plus capables de défendre nos alliés. Ou même pas nous ne sommes plus capables, mais même nous ne voulons plus. Être les gendarmes du monde. Et nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. C'est encore pire comme message. Ça veut dire que dans les 10 ou 15 ans, le Japon se rapproche de la Chine. Ouais. C'est clairement. Taïwan n'existe plus. Ça veut dire que Taïwan n'existe plus. Ça veut dire que l'Amérique, donc, en fait, se désengage non seulement de l'Europe, mais également du Pacifique. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, t'as une Amérique qui ressemble au Mexique, quoi, qui s'est auto-centrée sur elle-même. Mais du coup, là, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, on a envie, on t'entend que l'Amérique nous laisse tranquille, et de l'autre côté, tu penses pas que c'est une bonne idée qu'ils se désengagent? Non, il dit qu'il pense pas que c'est une bonne idée pour eux. C'est-à-dire que pour eux, d'un point de vue américain, pour eux, c'est pas une bonne idée. Après, pour nous, les Européens, c'est une bonne chose. Mais d'un point de vue américain, ils vont prendre des décisions pour les Américains. Ils vont pas se dire, alors qu'est-ce qui est le mieux pour les Français? Ils s'en battent les couilles. En fait, il faut que l'Amérique fasse ça progressivement. Et à mon avis, ça c'est mon analyse. Je pense que l'Amérique elle a même pas mis le paquet, mais a mis quand même des moyens sur l'Ukraine, parce que pour que l'Amérique puisse se désengager de l'Europe, il faut que l'Europe soit rassurée vis-à-vis de la Russie. Et en fait, une défaite ou une demi-défaite ou une demi-victoire ou quelque chose qui se passe pas aussi bien que ce que la Russie aurait souhaité en Ukraine permettrait de rassurer l'Europe sur les réelles capacités militaires de la Russie, et ce qui permettrait en fait à l'Amérique de se désengager. Le petit souci, juste un truc, c'est que je pense que l'Amérique a fait all-in sur l'Ukraine, en quelque sorte, même pas all-in d'ailleurs, mais c'est dit, on va montrer que la Russie n'est pas capable d'envahir la moitié de l'Europe comme en 1945, de sorte à ce que l'Europe soit rassurée et puisse enfin s'organiser d'elle-même. Le petit souci qu'ils ont eu en faisant ça, c'est d'un point de vue interne, c'est qu'ils ont perdu le support des gens, enfin le soutien des gens sur ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu au début du conflit. Au début du conflit, tout le monde autour de moi était là. Non, il faut arrêter Poutine, il faut défendre l'Ukraine et tout. Et là, tous les gens que je connais sont là, mais arrêtez de leur envoyer de l'argent, qui se démerdent, etc. Non, mais c'est fou. Il y a eu un changement de mentalité sur ce conflit, notamment du côté républicain, mais vraiment qui était là, genre en mode, mais on ne veut plus d'interventionnisme et tout. Donc là, ça va devenir compliqué parce que maintenant, les décisions qu'ils vont prendre de ce genre-là, ça va être contre l'avis général, tu vois. Il n'y a plus le côté, allez les gars, c'est l'Amérique, on y va, on doit défendre le monde. Là, les gens, ils ont dit non, on s'en branle. On a quand même carrément un Trump, et au vu de ce qu'il a fait pendant qu'il était au pouvoir, d'un point de vue militaire et international, il a quand même retiré beaucoup de troupes.
troupes, il a commencé aucune guerre. Après, il avait envoyé des canons en Ukraine, etc. Donc il a quand même, tu vois, je veux dire, les dosait. missiles Javelin qui ont arrêté l'invasion russe. Oui. C'est Trump qui les a envoyés. Obama n'avait pas voulu les donner aux Ukrainiens. Ouais. C'est Trump qui dosait, comme tu dis. Les fameux missiles Javelin, mais on a quand même un Trump qui promet un arrêt de la guerre rapidement s'il arrive au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, quand vous dites Trump a donné les missiles Javelin, vous parlez de Biden. Parce que Trump n'était pas président pendant la guerre Avant. Non, c'était avant. Avant la guerre en Ukraine. Je pensais que vous parliez du soutien. Il a envoyé les missiles Javelin en Ukraine quand il y avait un risque. À l'époque, on parlait de ce risque. Est-ce que ça va aller arriver? Est-ce que Trump mais les Ukrainiens réclamaient ça sous Obama. Obama avait refusé. Ouais. Oui. Parce que Obama, et on peut le critiquer sur plein de choses, le Obamacare, etc. Mais Obama est l'un des premiers présidents à avoir assumé aussi clairement la volonté de se redéployer dans le Pacifique plutôt qu'en Europe. Ouais, c'est vrai. Et finalement, Trump a suivi cette ligne stratégique. Comme quoi, il y a quand même des grandes tendances, si tu veux, que ce soit libéral. Est-ce que toi, Julien, tu crois à un apaisement de la situation si Trump arrive au pouvoir entre l'Ukraine et la Russie? Peut-être qu'il va faire en sorte de geler la situation directement et d'arriver à pousser les belligérants à signer un cessez-le-feu qui ne sera qu'un cessez-le-feu en réalité, en s'arrêtant sur les frontières actuelles. C'est possible. Le problème, c'est que ça risque d'être, si tu veux, ça risque d'être quelque chose qui sera positif pour la politique intérieure, pour lui. C'est-à-dire, regardez, j'ai fait arrêter le conflit et donc je peux redéployer l'argent qui était dépensé pour l'Ukraine pour d'autres choses. Mais ça risque de répéter dans les 10 ans à venir. On en revient à mettre l'Europe face à ses responsabilités, ce que tu disais au début. Toujours. Et c'est ça qui va être très significatif. Est-ce que l'Europe va être capable de comprendre qu'elle doit être quelque chose, en fait, tout simplement? C'est tout. Ouais. Et ça, Trump peut aider. C'est pour ça qu'en fait, je suis pour Trump, parce que lui, au moins, a le mérite de dire les choses clairement et de faire un petit peu plus ce qu'il dit, tu vois. Ce que tu dis, c'est que Trump élu peut mettre un espèce de pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire ou un barrage temporaire, oui, comme tu dis, il va y avoir une paix temporaire, etc. Mais qu'à terme, en fait, c'est nous, il y a que nous qui pouvons arrêter la guerre en Ukraine, quoi. Nous, je parle de nous, l'Europe. Hein. C'est comme une drogue. C'est chez nous, en fait. Hein. C'est comme une drogue. C'est comme les aides sociales. Mais c'est vrai parce que. Non, mais c'est vrai, c'est comme une drogue. Non. Mais tu peux pas t'en arrêter. Tu peux pas t'en sortir. Si t'arrêtes pas de donner des aides sociales à quelqu'un, il va vivre toute sa vie sur les aides sociales. C'est ce que fait l'Europe. C'est Morgenthau, je crois, le théoricien américain qui avait étudié la question. Que finalement, les vassaux parfois s'en sortaient mieux parce qu'ils déléguaient leur sécurité et la puissance militaire à l'impérium, à l'empire, et pouvaient déployer tout l'argent qu'ils n'avaient plus à dépenser militairement à d'autres choses. Et en fait, en réalité, tout notre système social n'est possible que parce qu'on est protégé. Merci aux Américains de financer l'exception culturelle française. Mais c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, et c'est ça que j'aimerais dire aux fameux patriotes français, c'est qu'eux, eux aimeraient en fait conserver tout le système social français et tout le système français et en partie européen, tout en ayant des prétentions quant à la suprématie mondiale. Tu vois ce que je veux dire? C'est boire ou conduire, il faut choisir. Il n'y a pas possibilité des deux. Et en plus, ce putain de système social, il te permet pas de te développer en tant que pays. Il t'enfonce année après année. Endettement, création monétaire, etc. Ça a foutu en l'air notre industrie militaire, ça a foutu en l'air plein de choses en fait. Parce qu'évidemment, si tu t'en remets à d'autres, tu as des gains immédiats, mais au moyen long terme, tu perds. Exactement, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner un poisson tous les jours. Oh mais là il n'y a même pas à apprendre, c'est-à-dire qu'on savait pêcher avant que ils savaient même pas que les poissons ça existait. On a même voulu arrêter de pêcher quoi. Ouais, c'est ça qui est fou en fait. C'est ça on leur a refilé la canne à pêche. C'est ça. C'est terrible. Julien, j'ai une question pour toi. On va remettre un petit peu ta casquette d'éditeur. Tu as été en contact, je crois, avec des gens qui ont publié des livres aux États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris pendant ce cycle électoral en te renseignant un peu, en lisant des livres sur la mentalité américaine, sur le parti républicain, sur le parti démocrate? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager dans ce domaine? À l'époque, j'ai beaucoup travaillé sur la question du conservatisme américain, qui a une des particularités très différentes par rapport à nous, en fait. Oui. Parce qu'il a fallu inventer une tradition américaine qui n'était pas, évidemment, pareille que chez nous, qui remontait à beaucoup plus loin.
Alors, sur les nouveaux théoriciens américains, moi, j'ai le bonheur et le plaisir de publier à la rentrée Yarvin et Nick Land, qui sont deux penseurs de ce qu'on appelle la néoréaction, le courant NRX, et qui influencent apparemment, d'après ce que j'ai compris, puisqu'il l'a reconnu lui-même, le futur vice-président, à savoir Vance. Ah oui, d'accord. Qui a dit avoir été influencé par Yarvin. Et ce sont des gens qui n'ont jamais été édités en France. Et je les édite dans ma maison d'édition. Ah ben, on va suivre ça de près. Je suis vraiment super content parce qu'en fait, il y a une ébullition intellectuelle aux États-Unis qui n'est plus présente malheureusement ici. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs spécialiser ma maison dans l'édition de tous ces gens-là parce que voilà, il y a des idées, il y a des trucs et il y a des choses à exploiter. C'est hyper intéressant, quoi. Donc ça, tu nous as dit début d'année prochaine, ça va arriver? Normalement, Yarvin, on va le publier en mois de janvier. J'ai signé les contrats, donc c'est bon, j'ai les droits. Oui. Mois de janvier, février, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et ce sont des pensées vraiment très intéressantes sur des nouvelles approches du conservatisme, du capitalisme, de l'économie et de la façon de nous organiser. Je pense que ce sont des choses qui plairont pas mal à Baptiste et même au Guise, parce qu'il y a un côté anarcho-capitaliste, mais pas que. Ouais. Si tu veux, c'est. Non, j'entends. Ouais. En gros, un côté minarchiste, quoi. Alors moi, je résume ça. Alors oui, Yarvin fait référence au roi. Il y a un besoin de roi, il y a un besoin de gouvernement in fine toujours, si tu veux. Il n'y a pas le côté il faut se débarrasser totalement du gouvernement, etc. C'est n'importe quoi. En fait, le minarchisme, comparativement à l'anarcho-capitalisme, très très rapidement, c'est la liberté, à part en ce qui concerne le régalien, la sécurité, la protection du territoire et la justice. C'est très intéressant parce que Yarvin, il a commencé libertarien. Et en fait, il s'est éloigné petit à petit du libertarianisme, justement en travaillant toutes ces questions. Il s'est rendu compte qu'il y a toujours besoin d'un gouvernement. Éloigné de l'anarcho-capitalisme pour se rapprocher plus du minarchisme, monarchisme. Je te laisse. Voilà. Ouais, je disais, tu pourras peut-être venir. Ça pourrait être intéressant de te retrouver au moment où ça sort, etc., pour que tu viennes nous parler plus en détail, parce que je suis sûr que notre communauté, c'est typiquement le genre de communauté qui sera intéressée pour lire ce genre de choses, quoi. Alors là, je vais faire une vidéo sur ma chaîne, je vais relancer ma chaîne, parce que là, je suis en plein déménagement, j'ai fait de la bagnole, j'ai déménagé, en fait, hier et aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué, les amis, donc je suis désolé. J'entends, pas de souci. Mais, je vais faire une vidéo pour expliquer ce qu'est l'accélérationnisme, qui est un courant, justement, intellectuel très, très, très intéressant aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, d'une manière générale. Et oui, parce que si vous voulez m'inviter pour parler, donc je vais sortir les bouquins d'Yarvin et de Nick Land. Et je vous dis, ça fait partie des auteurs qui sont cités par Vance, donc potentiellement, on l'espère, même le futur vice-président des États-Unis d'Amérique. Inch'Allah. C'est des auteurs, Inch'Allah, comme on dit dans le Berry. C'est des auteurs qui sont donc hyper influents. Et qui sont absolument méconnus ici, mais complètement. Ouais. Non, ouais. Et d'ailleurs, tu sais, c'est le problème un petit peu français que j'avais rencontré, moi, à l'époque, dans le milieu du sport, de la littérature sportive, entre guillemets, c'était que les Français ne lisent qu'en français. Donc, s'il n'y a jamais de trucs traduits, en fait, c'est complètement inconnu. Ouais, et puis pire que ça, si tu veux, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de traductions. Parce que, d'accord, les Français ne lisent qu'en français, mais il y avait des maisons d'édition qui faisaient le boulot, qui traduisaient énormément. Et en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'achète beaucoup de livres américains en anglais, ce qui me force à lire en anglais, parce que simplement, ils ne sont plus du tout traduits. Ah oui, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Donc, aujourd'hui, il y a tout un continent intellectuel qui n'est plus du tout traduit. Ça n'arrive plus ici. Et toi, c'est un petit peu la mission que tu voudrais donner à une part de ta boîte d'édition, de pouvoir faire ça. Je vous le dis, ma maison d'édition va faire peau neuve, elle change de nom, etc. Ah, d'accord. Et justement, les exclus. En fait, en échangeant justement avec Yarvin, la maison d'édition, etc., celle qui s'occupe d'eux aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'auteurs qui racontent plein de trucs hyper intéressants et qui ne sont pas du tout traduits, qui ne seront jamais traduits ici. Et je me suis dit que peut-être l'une des plus-values que pouvait avoir mon travail, entre autres que de publier les amis, ce pouvait tu pourrais nous traduire Basic Economics de Thomas Sowell, ce serait pas mal. Pourquoi pas, mais ça pouvait être effectivement de traduire des auteurs hyper intéressants. Je dis intéressants au point
d'être parmi les auteurs les plus influents auprès du futur vice-président des États-Unis. Oui, c'est ça, auprès des premières instances. Tu vois, c'est pas publier des mecs, des marginaux, tu vois, au fond de c'est pas de la right américaine. C'est pas le Alain Soral américain. En fait, la grande différence, la grande différence, c'est qu'en France, c'est des mecs qui pèsent, tu vois. En France, en fait, on a des politiciens, même de droite, qui sont tous à fond dans le collectivisme, le socialisme et compagnie. Aux États-Unis, t'as quand même un Trump. Une pluralité. T'as quand même un Trump qui est étatiste, on va pas dire le contraire. Il est dans le système, il est étatiste et compagnie. Par contre, il se rapproche de personnes. T'as de tout. C'est parce que il se rapproche de personnes comme Ron Paul. Il lit ses auteurs. Donc il y a quand même une influence plus libérale, libertarienne qui n'existe pas du tout en France, malheureusement. Non, mais en fait, même d'autres courants. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de courants qui existent aux États-Unis. Il y a une espèce de liberté et diffusion. Le terme était bien choisi par Julien, l'espèce de diffusion intellectuelle aux États-Unis qui n'existe plus en France, c'est-à-dire justement il y a une espèce de pluralité, ça part dans tous les sens et du coup tu peux trouver des mecs avec des idées super intéressantes qui ici sont pas du tout exploitées. Là pour le coup bon c'est le courant qui se rapproche de nous, mais même d'autres courants qui ont rien à voir avec nous qui ici sont complètement inexistants et qui tu vois aux États-Unis vont être beaucoup plus mis en avant. Parce qu'en fait la réalité c'est quand un État comme la France qui s'occupe de l'exception culturelle, qui s'occupe de financer les livres, financer la culture, financer les films, etc. T'as plus de pluralité d'idées. C'est vrai que je pense que ça joue. C'est les idées de l'État qui sont subventionnées à travers l'imposition. Non, ça joue. Puis d'un point de vue historique, si tu veux, l'ébullition intellectuelle est aussi toujours là où il y a l'ébullition du pouvoir. C'est-à-dire que quand la France avait une influence monstrueuse sur le monde, Paris c'était le centre névralgique du monde intellectuel, du monde scientifique, du monde politique, etc. Aujourd'hui, comme à la fin de la Grèce et au début de l'Empire romain, les intellectuels grecs se sont barrés à Rome, si tu veux. Transition. Oui. Et d'ailleurs, il n'y aurait jamais eu d'architecture romaine s'il n'y avait pas eu les Grecs qui étaient partis là-bas. Si tu veux. Même littérature romaine, toute la littérature romaine est née des Grecs. Il n'y aurait jamais eu le miracle américain qui en 2 siècles est devenu la plus grande puissance du monde sans les Européens, évidemment. Exactement. Ouais, et donc en fait, tu as le pouvoir. Et là, par exemple, si on parle de Yervin, mais simplement rapidement, parce on en reparlera. Mais ce sont des gens qui pensent déjà l'après-empire, si tu veux, sur la reconstruction des organisations politiques, des organisations humaines, etc. Parce que étant au cœur de l'empire, ils voient les limites, ils voient les problèmes, ils voient les défauts. C'est quand tu es dans l'œil du cyclone que tu peux vraiment faire un état des lieux. Que tu regardes le monde intellectuel français, ça fait encore des petits romans sur le mon trou du cul, mon amour passé, mon machin, tu vois, et tu regardes les prix Goncourt en France, malheureusement, c'est que ça, c'est des petites histoires d'amour à 2 francs. Quel enfer. Tu vois, c'est hyper concentré sur son trou de balle, son nombril, tu vois, Et donc Hétérie pas du tout. C'est un peu de vision large, tu vois. Donc chez Hétérie, vous faites pas du tout de trucs sur le trou de balle et tout, c'est pas du tout votre truc. Écoute, je compte sur toi j'espère que tu vas nous peut-être au moins un chapitre dessus quoi. Je peux gagner un prix Goncourt si tu veux le concours. Ce serait incroyable. J'y crois pas trop. Hein. Ne comptez pas trop là-dessus parce que le prix Goncourt, à mon avis. Non, mais si tu veux, voilà, c'est qu'en fait, quand tu t'occupes plus du monde, en réalité, tu t'intéresses plus non plus à lui, tu vois. Ouais. Et c'est aussi ça, c'est que du coup, on a plus le pouvoir. Donc, on ne regarde plus le monde, en fait. On n'est pas capable de l'analyser aussi bien que lorsque tu as les mains dans le cambouis, tu vois. J'ai presque l'impression d'entendre une lettre d'amour pour les États-Unis. C'est exceptionnel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment juste du pragmatisme, de dire voilà, comme il l'a dit, un empire se comporte comme un empire et voilà, tu vois, c'est pas, en fait, il y a pas d'amour ni de haine, c'est genre ouais, mais c'est juste non, c'est mal, j'ai dépassé justement la haine, voilà, c'est ça, infantile, puérile que je pouvais avoir par jalousie. Ouais, c'est exceptionnel parce que moi je trouve que tu arrives à prendre ce recul pour dire que maintenant l'effusion intellectuelle elle est plus en Amérique du Nord, je trouve ça. Après c'est son métier, tu vois, je veux dire, c'est toujours pareil quand tu questionnes un spécialiste, tu vois, il va forcément à un moment son métier c'est d'éditer des livres, de lire des bouquins, etc. et d'en écrire. Il va pas non plus être genre non c'est pas vrai, tu vois, il faut bien que il y en a plein qui font ça, mais fassent au contraire. Oui, mais bon, on va voir leur qualité. Oui, mais quelle est leur qualité, tu vois, je veux dire, de quelle qualité d'éditeur, tu vois, je veux dire, et quelle qualité d'écrivain ils ont aussi, tu vois, c'est bon, c'est les livres de cul de Marlène Schiappa, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais il y en a plein qui continuent à jouer de l'idée que les Américains ne sont que des imbéciles, n'ont rien compris au monde, sont que des cons. Beau message. Non, et essayer de demeurer, si tu veux, sur
demeurer sur notre héritage français plus subtil, plus raffiné. Romantisme. Et comme quoi, nous, on aurait mieux compris les choses que ces gros cons d'Américains. Non, c'est vrai. Non, t'as tout à fait raison. Il y a toujours ce mépris-là. Hein. D'ailleurs, vous en êtes victime. Hein. Vous êtes comment on dit, des américanoïdes. Des américanoïdes. Là, c'est surtout Olivier. Ça. Non, ouais, t'as raison. Non, mais, et qui dit américanoïde dit débile. Ah, ça veut dire ça en fait. C'est-à-dire vous êtes débile parce que vous êtes américanoïde. Alors que la réalité, c'est que la culture mondiale, c'est la culture américaine. Si vous étiez francoïde, alors là, vous êtes vachement intelligent. Là. Ouais. Mais attention. Là, bizarrement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens aux États-Unis qui traitent les autres de francoïdes. Tu vois. Ils les traitent de gays en fait. C'est pareil. Et dans le monde entier, personne ne veut être francoïde. C'est bizarre. Oui, c'est quand même bizarre. Ouais. Alors que ça a été le cas en plus. On va pas revenir là-dessus, mais ça a été le cas. Tout le monde voulait être français. Ça a été vraiment le cas pour le coup. C'était fou. Quoi. Ouais. En tout cas, Julien, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant, vraiment. Ouais. Ça a été et là, top. tu nous as annoncé je suis désolé, je suis vraiment très très fatigué. Je vous dis non, t'as été excellent. Et tu nous as donné des exclusivités. Je sais pas si c'était voulu, mais tu m'as dit que tu allais reposter sur ta chaîne YouTube depuis longtemps, qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Ouais. Donc ta chaîne YouTube, Julien Rochdy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ton nom. La chaîne YouTube, c'est ton vrai nom. Et que ta maison d'édition, elle est changée de nom. Pour le moment, c'est Eteri. Tous les livres sont encore disponibles sur eteri.com. Rien à voir avec ça, Julien, mais sincèrement, même si on n'est pas proche du tout, félicitations pour ta magnifique petite famille. Ouais. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Félicitations, Dieu bénisse, vraiment. Il participe de mon absence de sommeil catastrophique. Mais c'est génialissime. Vraiment, on te félicite vraiment. Et donc vraiment, merci encore, justement, entre ton déménagement, ta famille, l'édition, etc., d'avoir pris de ton temps pour être là avec nous, presque 50 minutes, vraiment. On apprécie énormément et d'avoir développé ce point de vue, c'est super. C'est un truc qu'on entend vraiment très peu. Donc vraiment, on apprécie et on te dit à bientôt on espère sur Radio Dixie alors pour venir nous présenter tes nouveaux auteurs. Merci les gars et puis on fait ça demain. Hein. On espère. Oui, on espère. Si Dieu veut. Passez une bonne soirée les gars. À bientôt. Ciao. Merci.